Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer deux figures majeures de l'histoire, dont leur opposition n'est pas toujours aussi évidente. On a cherché constamment à opposer et à démontrer les différences entre Marie Stuart et Élisabeth Ier. Mais sont-elles si différentes? Partons ensemble à la découverte des deux grandes rivales. Élisabeth Ier est née de parents anglais. Son père, Henri VIII, roi d'Angleterre, décide de se séparer de Rome en fondant l'anglicanisme et en se nommant chef suprême de l'Église d'Angleterre, afin d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, coupable de ne pas lui avoir donné d'héritier mâle et de convoler en seconde noces avec Anne Boleyn, ancienne maîtresse de François Ier. Élisabeth Ier est un pur produit de parents anglais, contrairement à sa cousine Marie Stuart qui est un mix de culture française et écossaise. Marie Stuart est française par sa mère, Marie de Guise, reine consort d'Écosse de 1538 à 1542, et écossaise par son père, Jacques V, dernier roi écossais, à avoir le gaélique pour langue maternelle. Il meurt au lendemain d'une défaite face aux troupes de son oncle, Henri VIII. Élisabeth Ier ne devient reine qu'à 25 ans. Elle a du mal à s'imposer au début, parce que sa légitimité ne va pas de soi. Elle sera même déclarée illégitime quand le roi, son père Henri VIII, répudie et fait exécuter sa mère Anne Boleyn en 1536, avant de se raviser dans son dernier testament. Élisabeth Ier régnera de 1558 à 1603. Marie Stuart connaît un destin autant, voire plus tragique que celui de sa cousine, leur enfance dramatique, est une des choses qui rapprochent les deux cousines. Pour protéger sa fille, Marie de Guise, et conserver l'alliance avec la France du nouveau roi Henri II, qui succède à François Ier, Marie Stuart est envoyée en France pour épouser le dauphin, futur François II, et recevoir la protection de ses oncles, les ducs de Guise et le cardinal de Lorraine. Marie Stuart n'a que 6 jours lorsqu'elle succède à son père. En 1561, on lui conteste sa légitimité lorsqu'elle rentre de France parce qu'elle est catholique dans un pays devenu protestant. Elle sera finalement forcée d'abdiquer en faveur de son fils et s'exilera en Angleterre. Élisabeth Ier reçut une éducation humaniste complète. À 11 ans, elle parle couramment 5 langues, l'anglais, le latin, le grec, l'italien et le français. L'un de ses précepteurs, Roger Ashcam, a dit que son esprit n'avait pas cette faiblesse commune à la femme, mais que sa persévérance égalait celle d'un homme. Le raffinement et la grande éducation de la reine d'Angleterre n'a rien à envier à celle de sa cousine, qui reçut également une grande éducation, mais plus complète et plus large. Outre l'anglais, Marie Stuart apprit le français, l'italien, l'espagnol et le latin. Elle écrivait des poèmes, Ronsard et du Bellay la nommaient leur 10e muse. Jouait du luth, adorait danser. Elle était aussi une bonne courturière. Elle apprit l'équitation et la chasse et pratiquait assidûment la fauconnerie. Un moine écossais l'éduqua dans la foi catholique. La prudence et l'inquiétude sont des traits de caractère dominants chez Élisabeth Ier. Envoyée un moment à la Tour de Londres par sa demi-sœur catholique Marie Ier Tudor, elle sera aussi menacée de mort. Elle sait donc combien la vie peut basculer du jour au lendemain. Contrairement à Élisabeth Ier, qui par la force des choses a appris la dissimulation, les faux-semblants et de conserver des apparences trompeuses, Marie Stuart développe un caractère orgueilleux et téméraire qui domine chez elle. Elle a appris également à la cour des Valois qu'elle ne tenait son pouvoir que de Dieu et que personne ne pouvait lui ravir sa couronne. Calculatrice, Élisabeth Ier est une habile politique. Elle ne cesse de tergiverser. Elle est indécise, versatile, changeante comme le temps, dit William Cecil. Ses adversaires la décrivent comme fourbe, voire perfide. Ainsi signe-t-elle l'ordre d'exécution de Marie Stuart. Mais quand elle apprend que la chose a été faite, elle parle d'un malheureux accident. Les deux cousines sont littéralement opposées l'une à l'autre. Comme on l'a vu, Élisabeth Ier dissimule et discrète sans montrer ses émotions, contrairement à Marie Stuart, qui se montre impulsive, dominée par la passion. C'est ainsi qu'elle succombe à l'ivresse de l'amour avec Lord Darnley, avant de s'éprendre follement de Lord Bothwell, qu'elle épouse en dépit du bon sens. Ses décisions irréfléchies sont lourdes de conséquences. Elle semble préférer sa féminité à sa royauté. Élisabeth Ier devait avoir l'un des plus longs règnes de l'histoire d'Angleterre, plus de 44 ans. Même si elle a gouverné sans partage, elle n'a pas une conception personnelle du pouvoir.
Elle a su s'entourer de personnes compétentes en son conseil privé, comme William Cecil, Francis Walsingham, ses secrétaires d'État. La conception est dans la façon de régner et peut-être la chose qui les oppose le plus et qui est vivement critiquée par Élisabeth Ier sur la façon que Mary Stuart gère ses affaires d'État, mélangeant amour et pouvoir. Sur ses 24 années de règne, Mary Stuart n'a régné qu'à peine 6 ans, de son retour sur ses terres en 1561 jusqu'à son abdication en 1567. Jusqu'en 1561, la régence était assurée par James Hamilton, comte d'Arran, et par Marie de Guise. Ensuite, la reine délègue à son demi-frère et consort. Elle n'écoute pas son entourage et n'en fait qu'à sa guise. Élisabeth Ier ne s'est jamais mariée et n'a pas connu les joies de la maternité. On dit qu'elle était incapable de se donner complètement en amour en raison d'une infirmité sexuelle. Si elle a eu de nombreux courtisans, elle a toujours refusé de se marier, demeurant à jamais pour l'histoire la reine vierge. Bien qu'assurément, elle ne le fut pas. Élisabeth Ier se donnant totalement à l'Angleterre, ne voulant pas se livrer à un mari qui risquerait de prendre le pouvoir, contrairement à sa cousine, qui est la veuve de François II. Mary Stuart s'est remariée par passion ou par calcul politique avec un homme, Lord Darnley, qui lui donnera ce qu'elle désire tant, un fils pour lui succéder. Hélas, il se retournera contre elle, enceinte de son amant, Lord Boswell, qu'elle épousera contre l'avis général. Elle aura des jumeaux, mais aurait avorté en détention. Élisabeth Ier est la protectrice de la réforme. Sous son règne, les dispositions prises par son frère, Édouard VI, fils d'Henri VIII, sont confirmées, mais reprises dans un sens modéré. On parle de via media. Élisabeth Ier est autant l'ennemi du calviniste écossais que du catholicisme romain. Elle sera excommuniée en 1570 par le pape Pie V, entraînant une vague de complots visant à sa perte. La vision des deux reines pour la religion est totalement opposée et entièrement différente. Si Élisabeth Ier défend l'anglicanisme, Mary Stuart est la championne du catholicisme alliée à l'Espagne de Philippe II, de la France et de la papauté. Ce serait pour instaurer cette religion que ses oncles François de Guise et le cardinal de Lorraine l'auraient envoyé en Écosse. Son catholicisme devait causer sa perte. Bien qu'elle soit d'avis que des sujets ne puissent attenter à la liberté de leur reine, elle défendra sa cousine lorsqu'elle sera prisonnière des lords écossais. Élisabeth Ier ne s'estime pas pour autant être libre de faire tout ce qu'elle veut, et se dit être au service du peuple anglais. Élisabeth Ier se consacre entièrement à son peuple, et reçoit en échange son amour et sa dévotion, contrairement à sa cousine, qui s'estime être de reine de droit divin. Pour elle, la reine est libre, au-dessus de ses sujets qui doivent obéir. Elle ne doit rendre de compte à personne et agit comme elle veut, en amour comme en tout, mais se retrouve prisonnière de ses propres choix personnels et politiques. Boutée hors d'Écosse, elle finit emprisonnée et exécutée. Incontestablement, Élisabeth Ier a engagé l'Angleterre sur la voie de la modernité, en la hissant au rang des premières puissances européennes. C'est également sous son règne qu'émerge une véritable conscience nationale anglaise. Elle demeure sans conteste l'un des plus grands souverains que l'Angleterre ait jamais connu. Si on retient de Élisabeth Ier ses réformes et l'augmentation de la puissance anglaise au détriment de l'Espagne, le résultat de Mary Stuart est plus nuancé, car elle n'a pas réussi à s'imposer pour faire sortir l'Écosse du Moyen-Âge. Son pays, englué dans la féodalité, a 150 ans de retard sur les autres pays européens. Mary Stuart restera dans l'histoire comme la figure tragique et équivoque. Elle sera vue soit comme un martyr, soit comme un horrible régicide. Comme on l'a vu, les deux reines ont des points communs, mais des différences les opposent totalement, les rendant irrémédiablement ennemies et des rivales aussi bien politiquement qu'en termes de religion. Chose qui les sépare et qui aboutit à l'exécution de Mary Stuart. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.